une question m'est venue à l'esprit. Je me dis, mais Lambert Mende, à un moment, il était aussi dans la rébellion. Hein. Ah oui. Vous avez le mea culpa à nous faire. Hein. Mais j'ai écrit un livre là-dessus, vous n'avez pas lu mon livre? Mais est-ce que vous avez fait mea culpa dans ce livre? Mais naturellement. Qu'est-ce que vous avez dit? Rappelez-nous. Les années rebelles revisitées. Ah oui, oui. Dans l'œil du cyclone. Et rappelez-nous, qu'est-ce que vous avez dit pour implorer le pardon de Congolais? Je n'ai pas imploré le pardon. C'est des erreurs qui ont été commises, je les ai assumées. Et j'ai été pardonné, puisque depuis lors, je suis renvoyé tout le temps au Parlement. Vous croyez que si ce peuple ne m'avait pas pardonné, il me renverrait systématiquement au Parlement chaque fois? Ça s'est passé, madame. Quelle est votre réaction par rapport? Maintenant, là, il y a une loi, on dit, on veut lever, pas une loi. Le gouvernement décide de lever le moratoire sur la peine de mort, contre la peine de mort pour trahison. Voilà une des solutions aussi. Voilà une des solutions. Donc vous êtes pour la peine de mort? Oui, pour ceux qui trahissent. Pour ceux qui trahissent. Si on vous avait fait ça à l'époque. Vous êtes Congolais. Si on vous avait fait ça à l'époque. Oui. Si il y avait cette loi-là. Mais personne ne m'a contre jugé. tout ce monde. Mais justement, on ne va pas juger. Non. Si à l'époque, on avait dit tous ceux qui avaient pris des armes. On avait commencé par vous, hein, M. Mende. Non, je n'ai pas pris d'armes. Moi, vous étiez dans une rébellion. Dans un parti politique. Vous étiez dans une rébellion. On avait commencé par qui? Par Jean-Pierre Bemba? Mais écoutez. Ou par Sessanga? Ou par qui? Jean-Pierre Bemba a été acquitté, madame. Non, il a pris des armes contre son pays. Oui, mais on l'a acquitté. Là, c'est pour un d'autres faits, mais il a quand même pris des armes pour son pays. C'est sur base, justement, de cette rébellion qu'il avait été Le Moussa Niamou ici au Parlement. Justice. Si on avait appliqué cette peine de mort-là contre tous ceux qui Sachons de quoi on parle. Vous ne parlez pas de la même chose. Ici, nous parlons de militaires qui sont envoyés au front pour défendre leur pays, qui ont fait le serment de donner leur sang pour le pays et qui trahiraient leur pays. Et le gouvernement demande qu'on puisse revoir le moratoire qui a été établi avec raison. Mais le moratoire, il ne concernait pas que les militaires. Hein? Mais bien sûr, c'est ce moratoire qu'on demande en ce qui concerne la trahison. L'infraction de trahison, l'incrimination qui concerne la trahison est définie pénalement, madame. Lisez le code pénal. Ce n'est pas tout acte qui est une trahison. Ce n'est pas le fait d'appartenir à une rébellion qui s'appelle trahison. Ce n'est pas ça. C'est le fait de recevoir une mission avec une arme pour défendre le pays et d'aller se mettre au service de l'ennemi. Voilà. De l'ennemi. Mais on retient le fait que c'est une bonne décision et qui peut permettre à assainir et à débarrasser, à consolider nos moyens de défense. Pourquoi ne pas parler de concours de recrutement? On peut les mettre en concurrence pour dire que le meilleur puisse être désigné. Comme ça se passe avec les entreprises. Le président de la République peut décider d'un concours, tout dépend de lui. Comme ça se passe avec les entreprises, puisque le président de la République a une vision, puisqu'il a un programme à défendre, quel est son intérêt? D'avoir les meilleurs commis de l'État pour le représenter en province. Comme ça, pourquoi on ne le fait pas avec les ministres, puisqu'il faut qu'on puisse mettre la méritocratie au devant? Pourquoi le faire avec les gouverneurs seulement et pas avec les ministres, d'autres postes ministériels? Qu'est-ce qui vous dit qu'avec les ministres, il n'y a pas de mérite? Non, c'est ce qu'on se dit. Mais pourquoi un concours? Non, mais on parle d'un concours. Comment vous comptez? Non, chaque fois qu'il y a un exemple. Je n'ai pas dit qu'il faut faire le concours. Je vous donne un exemple. C'est le président qui a une vision à défendre. Et il n'y aura pas une subjectivité? Excusez-moi, si les ministres ne sont pas compétents, cela retombe sur quelqu'un. C'est celui qui les a nommés. Ça, au moins, on a une responsabilité. Mais si un gouverneur originaire n'est pas compétent, ça retombe sur qui, madame? Sur son petit clan? Sur sa petite tribu? Sur sa petite famille? Mais il y a une sorte de... Le problème, c'est qu'il vous cherchez l'objectivité en créant une subjectivité. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui rende compte. Et ici, celui qui rend compte, c'est l'autorité de nomination. C'est le président de la République, le chef de l'État, qui a défendu un programme, qui a défendu une vision. Il faut le laisser défendre cette vision jusqu'au bout et en assumer les conséquences. Les gouverneurs, quand ils pêchent, il a de comptes à rendre à l'Assemblée provinciale. En tout cas, c'est ce que dit l'actuelle Constitution. Pourquoi ne pas vouloir renforcer les assemblées? Hybride, excusez-moi. Si vous avez lu mon opuscule, le schéma que je propose est hybride. Je ne dis pas que les députés provinciaux doivent venir d'ailleurs.
Les députés provinciaux doivent continuer à être élus par les ressortissants des provinces, parmi les ressortissants des provinces. Les députés provinciaux doivent continuer à légiférer, élaborer des édits provinciaux. Ils doivent continuer à contrôler la gestion des gouverneurs. Mais quant à la décision de nommer un gouverneur ou de le décharger de ses fonctions, le contrôle ayant été fait par les députés provinciaux, ce rapport peut être envoyé au chef de l'État, qui est l'autorité de nomination, qui doit assumer la responsabilité du grand commis de l'État qu'il aura délégué pour le représenter au niveau d'une province. Sans compter le fait que le chef de l'État peut aller à l'encontre d'une décision prise par l'Assemblée provinciale, par exemple. Auquel cas, il va en assumer les conséquences. Mais oui, c'est-à-dire les gens qui sont élus, ceux qui sont élus prennent une décision que le chef de l'État n'accepte, n'approuve pas. Au moins, il va en répondre devant l'opinion publique. Vous êtes en train de créer un dieu en République démocratique. Non, il va en répondre. Vous faites de lui un seigneur. Il va en répondre devant l'opinion publique. Parce que chaque 5 ans, on remet la machine devant l'opinion publique pour savoir s'il a bien travaillé ou mal travaillé. Il a des comptes à rendre. Puisqu'il sera peut-être le seul à rendre compte devant l'opinion publique. Pourquoi ne pas laisser au président de la République nommer tout le monde? Non. Les ministres, les gouverneurs, les députés, puisqu'il sera le seul à rendre compte. Les gouverneurs nomment les ministres, madame. Les gouverneurs nomment leurs ministres. Et si un ministre se comporte mal, le gouverneur en est comptable. Le président nomme les gouverneurs dans cette idée. Et si le gouverneur se comporte mal, le président en est comptable. C'est ce que je dis. Le rôle des députés provinciaux, en fait, ils contrôlent, mais ils envoient les conclusions de leur contrôle au chef de l'État. Qui peut être approuvé ou non par le chef de l'État. Mais écoutez, vous êtes déjà très loin là. Qui vous dit que le chef de l'État va le rejeter? Qui vous le dit? Pourquoi est-ce que le chef de l'État va assumer? Non, on dit qui peut être approuvé. Pourquoi le chef de l'État assumerait les bêtises qu'un gouverneur aurait commises? Pourquoi? Pour quelle raison? Il n'est pas fou. Ah, vous faites trop confiance au chef de l'État. Je trouve c'est important. Qui est confiant, on ne sait jamais. C'est important qu'on ait quelqu'un qui réponde des actes qui sont posés par des personnes qu'il a déléguées pour assumer une responsabilité. C'est ça aussi. Vous avez un gouvernement, là, je cherche juste à comprendre, et peut-être ensemble avec les téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre, vous avez au niveau national un Parlement qui est redevable également. Exact. Pas devant le président de la République, redevable devant l'opinion. Pourquoi ce ne serait pas le cas avec les députés provinciaux? Les députés provinciaux contrôlent et transmettent les résultats de leur contrôle au président de la République, qui est l'autorité de nomination de ces personnes qui sont nommées. Et je ne pense pas que c'est tellement différent de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Parce que qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Nous exerçons le contrôle, et lorsque le contrôle a dégagé la responsabilité d'un ministre, soit le ministre démissionne, soit le président le démet. Vous voyez que c'est toujours le président qui l'a nommé. Soit les députés, soit il y a une motion de défiance. Non, les députés ne peuvent pas prendre une ordonnance pour démettre un ministre. Mais non, mais il y a une motion d'abord, et le président ne fait qu'entériner, c'est qu'il y a une décision. Non, le président n'entérine pas. Quand il y a une motion de censure contre un gouvernement, une motion de défiance contre un ministre, le président ne fait qu'entériner. Pourquoi voulez-vous copier ce qui se passe à l'Assemblée nationale au niveau des provinces? Nous pouvons nous-mêmes, ça, vous êtes en train de me dire que nous devons copier ce qui se passe en France ou en Belgique, etc. Nous n'avons pas besoin de ce mimétisme. Non, on parle des personnes qui sont élues, mais assez, vous dites... Nous sommes Congolais, madame. On l'est de père et de mère. Oui, nous sommes Congolais, nous avons nos propres réalités. On a nos réalités. Les clans, les tribus, nous avons nos réalités. Essayons de légiférer, essayons d'écrire nos constitutions en fonction de nos intérêts. J'ai commencé l'ouvrage en indiquant que depuis la loi fondamentale de 1960 jusqu'à la constitution de 2018, 16, pardon, celle qui a 18 ans aujourd'hui, toutes nos constitutions sont inspirées de l'extérieur. Moi-même, j'ai fait partie de la commission de rédaction de cette constitution de 2016. Et j'ai fait partie du comité de rédaction, et on nous a demandé d'aller en Belgique, en France, au Canada, aux États-Unis. Nous y avons été pour aller nous inspirer, c'est le mot,
nous inspirer de là. Et lorsque nous sommes arrivés en France, nous avons trouvé un monsieur qui s'appelle Pierre Mazot, vous avez lu, je crois, là-bas, qui nous a dit, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. D'ailleurs, moi-même, je viens pour expliquer au président Joseph Kabila comment les choses doivent se faire. Moi, ça m'a blessé. Donc, jusque-là, nous ne prenons pas nos décisions sur pied de nos propres réalités. Nous nous inspirons un peu trop de ce qui se fait à l'extérieur. Puisqu'à l'extérieur, les assemblées provinciales fonctionnent un peu comme des décalcomanies des assemblées nationales, eh bien au Congo, il faut que les assemblées provinciales fonctionnent en décalcomanie de l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas obligés de faire cela. Nous devons faire en sorte de trouver la meilleure solution pour l'émergence ou le développement de nos provinces. D'où le sens même de ce débat que vous venez de lancer. Je crois qu'il y avait d'autres personnalités qui avaient voulu, qui ont essayé de lancer ces débats sur la révision de la constitutionnelle, qui se sont retractés. Les uns et les autres sont, je disais au début de cette émission, c'est un terrain glissant. Oh, il n'est pas glissant. Je suis élu pour faire des propositions. Si la proposition rencontre le point de vue de tous les collègues de l'Assemblée ou d'une majorité, il passera. Si le point de vue ne rencontre pas le point de vue de la majorité, il ne passera pas. Je ne vais pas m'en formaliser, mais j'aurais fait mon devoir de tirer la sonnette d'alarme comme le président l'a fait lors de la campagne électorale. On dit, on risque de... on en a parlé tout à l'heure, on risque de vous accuser de vouloir ouvrir une brèche pour essayer de réviser d'autres articles de la Constitution au-delà de la modification de l'article 197. C'est notre Constitution, c'est la Constitution. On en fait ce qu'on veut. C'est la Constitution congolaise, madame. S'il y a des dispositions qui constituent des blocages au développement et à l'émergence du pays, pourquoi nous ne les revisiterions pas? On aurait peut-être dû commencer par d'abord respecter... Qui a ce droit de nous empêcher? On aurait peut-être dû d'abord commencer par respecter cette Constitution. Et pourquoi on ne les respecte pas? Mais c'est vous qui étiez à la manette. Dites-nous pourquoi vous n'aviez pas respecté toutes ces constitutions à cause de... Je parle d'atavisme, je parle de corruption, et je donne des mécanismes pour lutter contre les atavismes et la corruption. Voilà tout. La problématique de la décentralisation, je crois que vous le résumez par 2 articles de la Constitution, je ne sais pas, 197 et 198. Exact. Pourquoi n'est pas seulement modifier ces 2 articles-là au lieu de réviser la Constitution? Mais c'est une révision. Lorsque vous touchez à 2 articles, même un seul article, même un seul paragraphe d'un article, c'est une révision. Cela s'appelle en français révision. C'est différent, c'est la même chose que la modification. C'est-à-dire tous les autres articles, toutes les autres dispositions restent. Est-ce que les 197 et 198 ne vont pas impacter d'autres articles de la Constitution? Pas nécessairement, pas du tout. On a révisé en 2000. Cette Constitution a déjà été révisée en 2011, puis-je vous rappeler. Cet article dont nous parlons maintenant a été révisé en 2011. Celle qui donne changement la de premier disposition, tour. celle qui donne, par exemple, qui reconnaît, par exemple, au parquet, qui place les parquets sous le contrôle, pas contrôle comme tel, qui donne au ministère de la Justice un droit d'injonction au parquet. Ça a été une révision d'une disposition particulière de la Constitution après avoir examiné la façon dont la justice fonctionnait. Réviser ces articles de la Constitution, parce que réviser ou modifier, je crois qu'on va essayer de voir, parce qu'il y a toujours une révision. Mais ça ne se fait pas de la même façon. C'est soumis aux 3/3 quand il y a une modification. Naturellement, mais en 2011, nous avons voté aux 3/3, comme vous dites. C'est une majorité qualifiée toujours. Exactement. Toujours une majorité qualifiée. Et aujourd'hui, avec la majorité actuelle du président Tshisekedi, nous sommes tout à fait à l'aise, nous pouvons y arriver. Et modifier... Plus facilement même que lorsqu'on l'a fait en 2011. Changer tous les articles que vous les faites, modifier tous les articles qui vous poseraient... Non, je ne parle pas de tous les articles, vous en avez cité 2. Non, je dis au-delà de 2, est-ce que ça peut... S'il y a d'autres raisons, on va nous les expliquer. Moi, je n'en ai pas vu d'autres. Moi, c'est sur cela que je voudrais me concentrer. On revient sur l'instabilité parce que l'une des raisons que vous avancez pour qu'on modifie les 2 articles ici de la Constitution, c'est pour s'assurer de la stabilité. Oui. La stabilité croissante, rapide. Stabilisation, lutte contre le communautarisme, lutte contre le tribalisme, lutte contre les singularismes. Voilà.
ça stabilise les provinces. Ça stabilise les provinces. Et ça favorise le développement et l'émergence. On le verra, en tout cas, si ça arrive à passer, si on essaiera de voir si votre proposition passera et ensuite si ça permettra au pays de décoller, parce que déjà quand on parlait de la décentralisation, l'idée c'était justement de rapprocher les dirigeants des dirigés. Exact. Mais là, vous demandez encore aux dirigeants d'aller vers un autre dirigeant, de ne pas être trop. Non, ici nous parlons des mécanismes de désignation et des mécanismes de contrôle de ceux qui dirigent. Qui ne doivent rendre compte qu'à celui qui est un peu plus haut que... Ils rendent compte aux assemblées provinciales, madame. Ils sont comptables devant les assemblées provinciales. Et je ne vois pas ce qui empêcherait une assemblée provinciale de demander au président la défenestration d'un gouverneur de province. Mais ce qui se passe maintenant et que je décris dans cet opuscule, c'est... J'ai raconté une anecdote qui s'est passée à Kisangani avec l'ancien gouverneur Aouchaï, qui va au restaurant avec des visiteurs, qui tombe sur des clients qui sont des députés provinciaux, qui mangent et qui disent « donnez-lui la facture, et s'il ne la paye pas, demain il a une motion de défiance ». Mais c'est ridicule pour le pays. Non, écoutez, il faut arrêter ça. Il faut arrêter, essayer de faire. J'ai l'impression que vous gouverner autrement en province. Vous vous acharnez un peu sur les députés provinciaux et pourtant ils ne sont pas les seuls à mal faire le boulot dans ce pays. Écoutez, moi j'ai des députés provinciaux qui viennent de mon parti, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais ce n'est pas eux qui sont responsables. Vous voulez réduire leur champ d'action alors qu'ils ne sont pas les seuls à avoir participé à la détérioration. Nous ne parlons pas d'individus, madame. Il y a un état d'esprit qui s'est instauré. Il faut absolument corriger qu'on retrouve cela. Partout, qu'on retrouve chez les sénateurs, qu'on retrouve chez les députés nationaux. Mais quand vous arrivez à faire des propositions visant, par exemple, à restreindre le pouvoir des députés provinciaux, on se dit... Il ne s'agit pas de restreindre. Mais du moment où ils ne vont pas élire un gouverneur. Ce n'est pas parce qu'ils n'élisent pas le gouverneur que leurs pouvoirs sont restreints, puisqu'on maintient le pouvoir de contrôle. Vous leur aviez posé la question, ils vous ont dit que... Le pouvoir de contrôle est maintenu. Si ce qui les intéresse, c'est de pouvoir chasser des gouverneurs, etc., je ne pense pas que ça puisse être quelque chose qui puisse être considéré par moi comme recevable, scientifiquement. Scientifiquement, pas recevable. On va très bientôt terminer, oui. on file. Rapidement, on aborde, puisqu'on parle de l'instabilité, de la stabilité du pays, de l'instabilité, rapidement la problématique de cette guerre dans l'est du pays. Oui. Le président de la République adopte un bon ton, une bonne attitude face à l'agression rwandaise. Oui, je crois qu'il a touché du doigt le problème, il a nommé le mal. Je pense qu'on est en train d'en parler à Addis Abeba, maintenant où il se trouve. Je pense que même le Burundi nous a rejoints dans la dénonciation du mal. Nous sommes victimes d'une manipulation honteuse à laquelle pas seulement le Rwanda est impliqué, mais derrière le Rwanda, il y a tous ceux qui sont les end-users, ceux qui profitent des richesses qui sont pillées. Le Rwanda n'est qu'un chemin, le Rwanda n'est qu'un intermédiaire qui prélève peut-être quelque chose, des miettes, dans ce qui est pillé en République démocratique du Congo. Mais je pense qu'il faut marquer le ton en faisant en sorte que ceux qui aujourd'hui vivent du pillage de la République démocratique du Congo n'y trouvent plus leur compte. Il faut les frapper au portefeuille. C'est-à-dire qu'ils ne puissent pas avoir des retombées financières, puisque c'est ça qui les intéresse. Nous sommes victimes d'un pillage éhonté de la part d'un carteron d'entrepreneurs ou de et là, vous vous dites, parce qu'il ne faut pas qu'on sorte en 2013, vous êtes au gouvernement avec Kabila, vous parliez déjà de ça, alors que oui. Celui qui est actuellement au pouvoir affirmait plutôt le contraire. Vous vous dites quoi? Qui vous a rejoint? Mais il a eu un discours beaucoup plus offensif. Beaucoup plus courageux que vous. Courageux, ça il faut le saluer, il faut le reconnaître. Il y a eu ce revirement-là, absolument. Comme quoi, et pourquoi pas? Comme quoi le pouvoir change. Mais la connaissance du pouvoir. Lorsqu'on n'est pas au pouvoir, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Lorsqu'on est au pouvoir et qu'on prend connaissance de certaines choses, ne pas le dire, ce serait vraiment péché contre l'intérêt national. Et Tshisekedi ne s'est pas tu. Il n'a pas gardé sa langue dans la poche. Il a dénoncé le mal, il l'a nommé. Il faut qu'on lui tienne gré de cela.
Est-ce qu'il y a, avant de lui tenir gré de cela, il n'a pas de mea culpa à faire, d'autant plus que c'est lui qui a eu, par exemple, à dérouler le tapis rouge à Kagame. Nous ne sommes pas au confessionnal. Non, il n'a pas à faire de mea culpa. Non, une guerre demain, après-demain, nous recevrons Kagame un jour ici, si les Rwandais le gardent comme président, si la guerre se termine. Aujourd'hui, Olaf, le chancelier allemand, vient à Paris, hein, mais combien de Français ont été tués par les Allemands? Mais ils viennent à Paris. C'est un voisin, le Rwanda. Nous recevrons des dirigeants rwandais, les dirigeants rwandais nous recevront, mais la gouvernance de Kagame, qui est une gouvernance qui s'assoit sur le pillage sans contrepartie des richesses congolaises, doit être combattue. Mais s'il abandonne cette gouvernance-là, nous vivrons en bonne intelligence avec lui. Qu'est-ce qui nous empêche? Rien n'est mauvais. Que Tshisekedi ait tenté de l'amener à comprendre qu'il faut absolument qu'il ne puisse pas persévérer dans cette dynamique-là de pillage sans contrepartie. Et puisqu'il n'a pas compris, il le dénonce. Alors, quel reproche peut-on faire à Tshisekedi? On dit que Kagame profite de la stabilité institutionnelle ou de manque de cohésion au niveau de la République démocratique du Congo pour déstabiliser un peu plus le pays. Il s'en est toujours servi, selon certains, depuis maintenant plusieurs années. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de regarder un peu en interne, essayer de recréer la cohésion pour ensuite aller affronter l'ennemi à l'extérieur? La cohésion des Congolais ne regarde pas Kagame ni un autre. La cohésion des Congolais est assurée par les Congolais. Si vous avez des informations qui indiquent qu'il n'y a pas de cohésion entre les Congolais, donnez-les-moi. Moi, je ne suis pas au courant. Je ne vois pas quel groupe ethnique aujourd'hui, en dépit de tous les faux arguments que Kagame jette en pâture à l'opinion internationale, je ne vois pas quel groupe ethnique congolais est en dehors de la gouvernance. Non, vous suivez quand même l'actualité, pas en dehors de la gouvernance. On parlait tout à l'heure des tribus, quand certaines tribus se regardent en chien de faïence. Vous avez des Katangais, Katayens, vous avez... Non, ça c'est des choses que nous pouvons régler et que nous réglons. Combien de conférences on a fait à Lubumbashi? Le président lui-même ça marche pas, ça marche pas. Ça marchera. Le vivre ensemble est mis à mal et les ennemis en profitent. Ça ne fait rien. Il y a toujours des ennemis qui vont essayer de mettre le couteau entre nous et nous devons toujours essayer de rester unis. C'est ça l'État. L'État, ce n'est pas arriver un jour où tout est paradisiaque, nous nous entendons bien, etc. Même dans un couple. Un jour, vous vous entendez, demain, vous ne vous entendez pas, après-demain, vous vous entendez. Il faut faire en sorte de consolider ce vivre ensemble. C'est ça le rôle du président. Consolider ce vivre ensemble en intégrant ou en acceptant des frères et sœurs Banyamulenge comme étant Congolais. Et qui a dit qu'ils ne sont pas des Congolais? Ils ne sont pas protégés. Dans le gouvernement, il n'y en a pas. Ils sont à l'Assemblée nationale, il n'y en a pas. Dans l'armée, il n'y en a pas. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Comment on considère quelqu'un comme un membre de la communauté nationale, sinon en l'intégrant dans les institutions? Ce que vous racontez n'a aucun sens. Je ne suis pas la seule à dire ça. Hein? Non. Je ne suis pas la seule à dire ça. Non, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a aucun... Il y a une minorité de Banyamulenge qui se sont marginalisés. Il suffit d'avoir un long front pour que vous soyez taxé de Banyamulenge. C'est vrai, il n'y a aucun Banyamulenge au gouvernement. Moi là, certains risquent de me dire dans le gouvernement de Tshisekedi, il n'y a aucun Banyamulenge. Soyons regardons. Excusez-moi. Non, excusez-moi. Oui. Il n'y a pas de Banyamulenge au gouvernement? Il y en a. Il n'y en a pas à l'Assemblée nationale ou au Sénat? Il n'y en a pas dans l'armée? Donc vous pensez que ce sont des faux fouillants? C'est des faux fouillants, des faux arguments, des mensonges. Moi-même, de forme, alors que je suis du centre. Ce sont des mensonges, madame. Mais comment on fait? Des mensonges, mais qui se répandent, qui deviennent une vérité. Vous n'allez pas empêcher un voleur. Vous n'allez pas empêcher un voleur d'inventer des mensonges pour justifier Monsieur Mende, nous autres ici, avec nos excusez-moi, vous n'empêcherez jamais un voleur d'inventer des mensonges pour justifier sa forfaiture. C'est ce que Kagame est en train de faire. Alors il ne faut pas répéter les mensonges du voleur. On ne répète pas, peut-être certains d'entre nous le subissent aussi. Oui. Juste par votre morphologie, on vous taxe de Banyamulenge, du coup du Rwandais. Mais comment on fait? Mais il faut se faire sanctionner cela. Il faut vous plaindre auprès des instances judiciaires pour qu'on sanctionne ces gens. Mais il faut que les politiques aussi, on accuse certains politiques d'être laxistes, de cautionner ces genres de discours. Non, un politique, de ne rien réagir quand on taxe quelqu'un d'étranger. Un politique qui tient tel discours n'a pas sa place dans les institutions, doit être sanctionné par la justice. Moi, je vous le dis. De ce côté-là, il y a quand même la main lourde quand même. La main est lourde quand même. Non. Il faut comprendre qu'il faut que la justice s'occupe de ces gens-là.
Mais au niveau politique, dans la dispensation des rôles que nous nous donnons au sein des institutions, aussi bien à l'époque de Kabila que maintenant, toutes les entités, tous les sous-groupes qui composent la République démocratique du Congo, et puisque vous avez parlé des Banyamulenge, sont représentés dans les institutions. Et sont congolais. Et sont congolais. Mais comment ils seraient dans les institutions s'ils n'étaient pas congolais, madame? Comment vous pouvez être ministre si vous n'êtes pas congolais? Si celui qui fait le gouvernement ne vous considère pas comme congolais, on va vous nommer ministre comment? Comment l'Assemblée nationale va accepter que vous soyez ministre? Comment vous allez être général si vous n'êtes pas congolais? Comment vous allez être député, élu, sans que vous soyez congolais? Comment la CENI va même vous accepter? C'est des histoires que Kagame raconte. On vous sent quand même révolté là par cette histoire, mais depuis un temps, vous êtes là, 2013, la RDC avec Joseph Kabila ont réussi à mettre fin, on pensait qu'ils avaient réussi à mettre fin au M23, mais on se rend compte que ça n'a pas été le cas. Comment on fait pour tourner cette page définitivement, nous ici? Comment on fait pour tourner la page de manière définitive de cette instabilité dans la partie est du pays? C'est à ceux qui nous agressent que la question doit être posée. Et non, on n'a pas une part de responsabilité. Quelle responsabilité? On n'a rien à faire. Dites-moi. On croise les bras. Le fait d'avoir des richesses, c'est une responsabilité. Le fait que vous ayez votre montre ou votre chaîne, c'est une responsabilité. Parce que le voleur vous a volé votre pièce, quelqu'un va vous dire non madame, il ne fallait pas mettre la montre, il ne fallait pas mettre la chaîne, parce qu'un voleur, là, vous avez attiré le voleur. Non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, on n'a rien à faire, c'est à Kagame. Nous devons renforcer notre armée, nous devons renforcer nos moyens de défense, et nous devons renforcer notre cohésion nationale avec ceux qui sont des nationaux congolais, quels que soient les groupes tribaux auxquels ils appartiennent. Il faut renforcer la cohésion nationale, on va très bientôt vraiment terminer avec cette émission. Tout à l'heure, on parlait de mea culpa, on parlait de l'instabilité du M23. Une question m'est venue à l'esprit, je dis, mais Lambert Mende, à un moment, il était aussi dans la rébellion. Hein. Ah oui. Vous avez de mea culpa à nous faire. Hein. Mais j'ai écrit un livre là-dessus, vous n'avez pas lu mon livre? Mais est-ce que vous avez fait mea culpa dans ce livre? Mais naturellement. Qu'est-ce que vous avez dit? Rappelez-nous. Les années rebelles revisitées. Ah oui, oui. Dans l'œil du cyclone. Et rappelez-nous, qu'est-ce que vous avez dit pour implorer le pardon de Congolais? Je n'ai pas imploré le pardon. C'est des erreurs qui ont été commises. Je les ai assumées. Et j'ai été pardonné, puisque depuis lors, je suis renvoyé tout le temps au Parlement. Vous croyez que si ce peuple ne m'avait pas pardonné, il me renverrait systématiquement au Parlement chaque fois? Ça s'est passé, madame. Quelle est votre réaction par rapport? Maintenant, là, il y a une loi. On dit, on veut lever. Pas une loi. Le gouvernement décide de lever le moratoire sur la peine de mort, contre la peine de mort pour trahison. Voilà une des solutions aussi. Voilà une des solutions. Donc vous êtes pour la peine de mort? Oui, pour ceux qui trahissent. Pour ceux qui trahissent. Si on vous avait fait ça à l'époque. Vous êtes congolais. Si on vous avait fait ça à l'époque. Oui. Si il y avait cette loi-là. Mais personne ne m'a contre tout ce monde. Mais justement, on va pas juger. Non. Si à l'époque, on avait dit tous ceux qui avaient pris des armes. On avait commencé par vous, hein, M. Mende. Non, je n'ai pas pris d'armes. Moi, vous étiez dans une rébellion. Dans un parti politique. Vous étiez dans une rébellion. On avait commencé par qui? Par Jean-Pierre Bemba? Mais écoutez. Ou par Sessanga? Ou par qui? Jean-Pierre Bemba a été acquitté, madame. Non, il a pris des armes contre son pays. Mais oui, mais on l'a acquitté. Là, c'est pour d'autres faits, mais il a quand même pris des armes pour son pays. Mais c'est sur base, justement, de cette rébellion qu'il avait été ici au Parlement. Si on avait appliqué cette peine de mort-là contre tous ceux qui Sachons ont pris... de quoi on parle. Vous ne parlez pas de la même chose. Ici, nous parlons de militaires qui sont envoyés au front pour défendre leur pays, qui ont fait le serment de donner leur sang pour le pays, et qui trahiraient leur pays, et le gouvernement demande qu'on puisse revoir le moratoire qui a été établi avec raison. Mais le moratoire, il ne concernait pas que les militaires. Hein? Mais bien sûr, c'est ce moratoire qu'on demande en ce qui concerne la trahison. L'infraction de trahison, l'incrimination qui concerne la trahison est définie pénalement, madame. Lisez le code pénal. Ce n'est pas tout acte qui est une trahison. Ce n'est pas le fait d'appartenir à une rébellion qui s'appelle trahison. Ce n'est pas ça. C'est le fait de recevoir une mission avec une arme pour défendre le pays et d'aller se mettre au service de l'ennemi. Voilà. De l'ennemi. Mais on retient le fait que c'est une bonne décision et qui peut permettre à assainir et à débarrasser... à consolider nos moyens de défense.
À consolider nos moyens. Lambert Mende, merci de nous avoir répondu. Vous allez très rapidement voir l'informateur, Augustin Kabouya. Nous sommes obligés, de par notre qualité de député national, de rencontrer l'informateur pour lui dire à quel camp nous appartenons. Vous avez encore des ambitions? Vous comptez quoi? Rentrer? Non, la politique de non-originaire, vous ne pouvez plus rentrer à l'OJA. Non, non, non. 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 Non, 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 non-originaire, donc au gouverneur, non, non. On ne vous comptera pas parmi les gouverneurs. Ce n'est pas un informateur pour le gouvernement. Non, je dis, oui, je sais, donc on écarte déjà la majorité. Donc, vos ambitions, vous voulez réintégrer. Je suis bien là où je suis. Député national. Il est dans les lignes maritimes congolaises. PCA des lignes maritimes congolaises. J'ai beaucoup de choses à faire. Doctorant à l'UPN. Beaucoup de choses à faire, madame. Je pense que ça ne serait pas de refus que de réintégrer le gouvernement non plus. Hein. Ça dépend de celui qui fait le gouvernement. Il y programme. Ça ne serait pas de refus si on vous proposait. S'il nous présente un programme qui est acceptable, pourquoi pas? On va voir. On a encore la possibilité d'aider le pays. Mais ce n'est pas quelque chose qui me trotte dans la tête tous les matins lorsque je me rase devant mon miroir. Là, c'est qui a dit ça? Sarkozy ou qui? En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. On a parlé d'une décentralisation piégée par les atavismes et la corruption, plaidoyer pour la territoriale des non-originaires. Alors, les débats viennent d'être lancés. On continue à discuter, il y aura des débats entre deux personnalités qui pensent différemment s'agissant de cette révision, modification ou pas de la Constitution. On se dit au revoir